ce marché, cette histoire vietnamienne, elle est vivante, elle est terriblement vivante. Et contrairement à bien d'autres qui ont été un peu créés parfois de toutes pièces, on sent bien qu'il y a là à la fois des hiérarchies, à la fois une histoire et un respect de cette histoire entre les générations. Il y a matière à transmettre par un marché, par une offre, par une demande. Ça, c'est peut-être un petit peu ma partie, on va dire, mais il y a bien plus intéressant que ça. Il y a toutes les racines à explorer, et ces racines-là, vous en êtes les gardiens. Et Kim, ici, avec l'ouvrage qu'il a réalisé, voilà, on est un gardien, alors là, inscrit, d'ailleurs pesant, mais pour très longtemps, je pense. Alors, je suis ravi de vous accueillir dans la maison Milon, ici, et dans cet immeuble, qui est l'immeuble de mon prédécesseur, maître Claude Robert, qui, depuis 1928, son père avant lui, pardon, ont donc réalisé des ventes aux enchères. Et la famille Robert était une famille de commissaires-priseurs, mais qui n'était pas banale du tout, parce qu'ils voyageaient. Ils voyageaient. Et il n'hésitait pas à aller trouver, dans une façon tout à fait entrepreneuriale, d'une part, mais dans des prises de risque qui rappellent vraiment les grands les explorateurs du marché, ceux qui ont vraiment inventé un marché, qui ont exploré son histoire. Ils sont allés voir des artistes ou des familles d'artistes et pour les présenter en vente publique pendant des décennies. C'est près de 60 ans d'enchères, ici même, hein, dans ces lieux, dans ces salons, là au premier étage, au rez-de-chaussée, 60 ans d'exposition d'artistes, et il n'y a pas, c'est simple, il n'y a pas une vente d'art moderne aujourd'hui qui se fait sur le marché parisien ou même presque européen, sans qu'une œuvre, d'une vente, ne provienne d'une enchère qu'a réalisée mon maître Robert. Voilà. Et je me souviens qu'on est allé jusqu'à Irkoutsk, en Sibérie orientale, pour découvrir des ateliers. On n'est pas allé jusqu'à l'Asie, dans cette Asie-là qui nous intéresse ce soir, mais c'était une originalité qui n'existait pas, et qui d'ailleurs aujourd'hui n'existe pas, voilà, sur le marché, parce qu'on va s'installer finalement dans des villes qui ont des réalités économiques déjà claires et nettes, et puis il n'y a pas vraiment de prise de risque. Là, pour nous, je parle de la maison Milon, partir au Vietnam, c'est un petit peu incongru, on va dire, pour une maison indépendante, de tenter une aventure comme celle-ci. Alors, il y a cette raison d'être je vais utiliser encore ce mot-là, je suis désolé, de marché, qui évidemment nous y invite à nous rapprocher de nos collectionneurs, de ceux qui finalement nous achètent, qui rachètent leur patrimoine, et qui le font dans des démarches qui sont parfois absolument sincères, clairement sincères, et puis parfois un petit peu moins, un petit peu plus spéculatrices, un peu plus mercantiles. C'est comme ça, c'est le jeu du marché, il faut s'y faire. Et aller là-bas pour nous, c'était une envie, parce que je pense que tout le monde en a envie, mais c'était surtout l'occasion de rencontres. Ce sont ces rencontres qui ont permis que nous allions là-bas. Donc c'est avant tout une aventure humaine. Aujourd'hui j'ai un associé, Kwang Wang, avec lequel nous avons monté une société de vente aux enchères de droit vietnamien. Mais je me souviens de Kim que je rencontre il y a bien avant déjà, voilà. Et je sentais cet enthousiasme, cette capacité à dire mais finalement la distance ne compte pas. Et quand on se replonge dans l'histoire de ce Vietnam qui aujourd'hui nous occupe, on comprend pourquoi la distance ne compte pas. Parce qu'il y a une histoire culturelle qui est tellement dense que nous rappeler pourquoi elle l'est et la redécouvrir encore aujourd'hui grâce à Namson, c'est un peu une surprise, et c'est une confirmation d'avoir eu cette intuition de vouloir venir, d'être les premiers à venir pour créer ce côté vietnamo-français, franco-vietnamien des enchères. Donc Namson, lui, il est là aujourd'hui pour nous dire que, et toi, le petit-fils, pour nous dire qu'il y a une réalité dans ce pont culturel qui a existé depuis bien longtemps et qui doit être absolument aujourd'hui remis en exergue, remis en lumière. C'est la raison pour laquelle
nous avons envisagé ce prix Victor Tardieu qui va récompenser tous les lauréats de toutes les disciplines de l'École des Beaux-Arts de Hanoï chaque année et chaque triennale. Nous allons ramener, exposer les œuvres de ces artistes en France, comme on a pu l'imaginer à l'époque, en 1925, 30, 35, etc., au fur et à mesure où les artistes revenaient avec Victor Tardieu et les professeurs en France. Mais ce qui est sûr, et c'est pour ça que vous allez sans doute parler du débat après, mais cofondateur, pas cofondateur, super faux débat. Est-ce qu'un architecte seul peut faire quelque chose? On parler après. Non. On a besoin d'un bâtisseur, et Namson était ce bâtisseur définitivement qui a ancré dans l'esprit de génération la nécessité, l'évidence de faire cet art vietnamien qui a inspiré tellement. Voilà. Donc j'arrête parce que je veux pas anticiper. Mais en tout cas, Kim, je pense que si vous êtes d'accord, on peut l'applaudir parce que réaliser ceci peut être capable de faire ça pour bien les artistes. Et Namson, voilà, à son tremplin de lancement. Et grâce à toi, bravo. Merci beaucoup. Je te passe la parole peut-être pour présenter aussi les interlocuteurs que tu as choisis. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue chez Millon aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là. Je suis un peu malade, un peu en décalage du temps, mais je suis arrivé en France il y a 3 jours seulement et je repars dans 5 jours. Donc c'est juste pour... je suis là pour vous aujourd'hui. Et à côté de moi aujourd'hui, il y a Kim Frédéric, qui est historien de l'art. Et à côté, il y a Pascal Bourdon, qui était dirigé l'école française Extrême-Orient à Saigon. Il sera avec moi ce soir pour parler avec vous. Bon, ça soit 25 ans, c'est très long. C'est un peu plus de 25 ans d'ailleurs, parce que j'ai commencé à écrire en 1999, ça fait 26 ans déjà. Mais l'histoire a commencé quand j'avais 13 ans. À cette époque-là, j'étais à Saigon. Et je suis allé à la Bibliothèque nationale du sud du Vietnam. Et j'ai vu un arbre généalogique. Sur cet arbre-là, qui a parlé de 5000 ans de civilisation du Vietnam, et sur une tranche de Beaux-Arts, j'ai vu 2 noms, Victor Tardieu et Namson. Ces 2 noms-là qui me hantent, parce que je sais qui est Namson, parce que ma mère a parlé beaucoup. Mais je ne savais pas qu'il tient un rôle très important. Et pourtant, quand j'ai parlé avec des gens tout autour de moi, au Vietnam, on ne le connaît pas. Et chose étonnante, quand je suis arrivé en France à l'âge de 25 ans, et les Français le connaissent Namson. Et je me suis dit, il y a un contradictoire quelque part un peu bizarre, parce que quelqu'un qui a assez un nom, assez renommé comme ça, pourquoi au Vietnam on ne le connaît pas? Et c'est pourquoi que j'ai décidé de mener une recherche et j'ai fait un parcours de 25 ans avec tous les archives que j'ai fouillées, et je peux parler là maintenant d'un souvenir qui est un peu ému pour moi. C'est au début des années 90, j'ai fait une rencontre avec M. Jean Tardieu. C'est le fils de M. Victor Tardieu quand je suis venu en France. Et Jean Tardieu m'a montré beaucoup d'archives chez lui, qui est maintenant à l'INA. Donc, à cette époque-là, j'ai commencé à lire un peu, mais pas beaucoup. Et quand je suis sorti, une fois, je suis venu chez lui, et quand je suis sorti de la maison, je suis devant déjà l'ascenseur, avec Jean Tardieu, il est sorti tout de suite, il me dit, reviens vite me voir avant que je meure. Et c'était la dernière fois que je l'ai vu. Voilà, c'est un souvenir assez ému pour moi. Mais c'est grâce à lui que j'ai beaucoup de documents, j'ai beaucoup de choses à exploiter et beaucoup de choses pour que je puisse monter mon livre aujourd'hui qui va, j'espère qu'il va vous amener à découvrir un peu ce qu'est Namson, mon grand-père. Et chose étonnante, c'est que je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais vu mon grand-père. J'ai vécu dans le sud et lui, il meurt dans le nord. À cette époque-là, le pays est partagé en 2, scié en 2. Donc je ne l'ai pas pu rencontrer, mais je l'ai rencontré par l'esprit de ma mère.
Et c'est pourquoi que j'ai le livre aujourd'hui. Voilà, c'est le résultat de mes recherches. Donc peut-être Kim Frédéric va parler un peu un peu, beaucoup. Voilà, à la folie. Voilà, c'est très bien. Très bien, pardon. Bonsoir. Alors, je connais Kim Coy depuis quelques années et je suis très honoré d'être présent ici et d'être autour de la mémoire de Nam Son. Et il est vrai que j'ai constaté depuis quelques années, on avait parlé des grands maîtres vietnamiens et le nom de Nam Son ne résonnait pas toujours. Moi-même, quand je fais des recherches d'histoire, je suis toujours extraordinairement sensible aux figures qui sont oubliées, aux mouvements qui sont oubliés. Et là, j'étais tout de même au premier plan parce que je connaissais Kim Coy. Mais c'est un dialogue entre deux pays, vu que quand nous sommes rencontrés, tu allais partir au Vietnam, il y avait le Covid, et tu t'es retrouvé à rester au Vietnam. Ouais. Donc il y a bien cette histoire de dialogue entre deux pays, rester là, aller là-bas, que faire, être entre deux pays. Et voilà, donc je suis là pour te demander également, comment dirais-je, quel a été ton parcours pour le retrouver sur ces 25 ans, comme tu dis. Ce sont des choses que je ne peux pas expliquer parce que je crois que c'était ancré en moi. Pour moi, c'est peut-être un mystère parce que la vie de Nam Son, c'est quelque chose un peu... Je ne sais pas pourquoi cette personne qui est très connue, qui a fait beaucoup de choses sur le Beaux-Arts du Vietnam, et je vais donc poser les questions que Alexandre a parlé tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, Alexandre a téléphoné pour dire qu'il y a une polémique au Vietnam sur le rôle de Nam Son. Pardon, excusez-moi. Pour les polémiques, c'est sans doute beaucoup dire. Pardon, excusez-moi, je vais faire tout de suite. En fait, il y a une polémique, ça dépend de ta réponse. Voilà. Donc, il n'y a pas de polémique du tout, parce qu'il y a un petit comité du Vietnam n'a pas accepté que Nam Son est cofondateur de l'École des Beaux-Arts en Indochine. Pourtant, sur un document presque officiel qui a marqué que c'est l'un des deux fondateurs de l'École des Beaux-Arts, qui est publié par le gouvernement Indochine à cette époque. Mais je vais répéter plusieurs fois encore que fondateur, c'est un titre honorifique, c'est pas une fonction. Les gens demandent un document officiel pour ça. Et je dis que on peut donner un décret ou on décide de quelque chose pour une fonction, par exemple, de recteur ou professeur ou tout ça, mais il n'y a pas de décret pour un fondateur. Je n'ai pas trouvé, et malgré mes 25 ans de recherche, je n'ai pas trouvé un document qui est marqué que Victor Lardieu est fondateur de l'École des Beaux-Arts. On n'en a pas. On n'a pas de document sur ça. Donc c'est seulement un titre. Et si le gouvernement indochinois à cette époque a porté un titre là à Nam Son comme cofondateur, pourquoi les gens maintenant ne l'acceptent pas? Ça, je ne comprends pas. Mais j'ai répété plusieurs fois que ce n'est pas une fonction. Fondateur de l'École des Beaux-Arts, ce n'est pas une fonction. Donc les gens demandent un document officiel, on n'en a pas. Ni pour Victor Lardieu, ni pour Nam Son. Voilà. Et c'est un parcours-là, c'est un parcours que j'ai fait depuis plusieurs années, et je me suis dit, mais si les gens ne veulent pas accepter ce rôle de Nam Son, mais il reste toujours là, à cette place-là, à tout ce qu'il a fait pour l'École des Beaux-Arts, on ne peut pas effacer son travail, tout ce qu'il a contribué. Il a créé un art conciliant entre Orient et Occident. Donc cette place est importante, elle est là. Donc même si on l'accepte, on ne l'accepte pas, il est là. Voilà. Je suis très touché par ce que tu viens de dire. Et finalement, cette question qui m'était complètement périphérique, qui m'a hanté depuis 6 mois, 1 an, oui. Et j'en ai parlé avec des amis, ça agite effectivement les pensées, mais par-delà cette histoire de titre ou d'administratif et de papier,
ce que je voyais surtout, c'était l'histoire de deux hommes qui s'étaient énormément appréciés et qui avaient eu besoin l'un de l'autre. Le Vietnamien qui va guider le Français dans un pays étranger, le Français qui va être curieux de la culture locale contrairement à d'autres coloniaux. Donc c'était ce qui a finalement compté pour moi dans mon cœur, étant moi-même d'origine vietnamienne, avec un grand-père qui était de cette période. Donc quand tu dis tout ça, je vois aussi tout le contexte de sentiment d'évolution pour ton cœur, pour tout ce que tu as travaillé depuis des années sur ce sujet, et c'est d'abord ça que je vois, au-delà d'un pur débat de mots qui pourrait prouver l'un ou l'autre. Après, il y a effectivement un texte de 37 qui emploie ce mot, mais à la création, effectivement, il n'y a pas eu le nom fondateur pour. Stricto sensu, on pourrait même dire que ce sont les autorités coloniales qui ont créé cette école, depuis que ça a été validé comme cela. Mais après, on aboutit à des arguties de l'esprit, à savoir des questions théologiques, comme dans les provinciales de Pascal, où on ne sait plus le sexe des anges. Mais ce que je vois là-dedans, ce qui nous unit tous ce soir, c'est l'amitié entre deux peuples, et le fait que les formes se sont épousées les unes les autres à travers une compréhension mutuelle. Voilà. Je vais passer le micro à Pascal Bourdeau pour continuer le débat. Si le câble nous suit. Voilà. Pascal va parler un peu de contexte de l'école. Bonsoir à tout le monde. Donc je vais totalement improviser puisque je devais me retrouver de l'autre côté de la table, mais je vais donc exprimer à mon tour la joie que j'ai de retrouver Kim Coy après 25 ans, puisque en quelques mots tu as expliqué ton cheminement que j'ai découvert en fait lorsque nous nous sommes rencontrés à Paris. Nous sommes plusieurs ici dans la salle à t'avoir suivi. Oui, à cette époque, j'étais jeune à cette époque. Nous étions tous jeunes, nous étions étudiants à l'université et tu venais de temps en temps au département d'études vietnamiennes et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes rencontrés. Voilà. Le temps a passé, chacun est sur son chemin. Donc, comme tu l'as dit, j'ai été pendant 3 ans représentant de l'école française d'Extrême-Orient à Ho Chi Minh Ville et je suis donc toujours actuellement enseignant-chercheur à l'école pratique et je travaille sur l'histoire des religions, en particulier au Vietnam. Donc je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions d'histoire de l'art, de marché de l'art ou autre, mais comme cela a été dit, comme Kim l'a dit, cette histoire de l'école coloniale, de l'école des beaux-arts de Hanoï, c'est avant tout une histoire qui s'ancre dans la colonisation, dans l'histoire coloniale. Et dans ce que tu as expliqué, il y a 2 niveaux d'analyse en fait. Le premier qui est une lecture institutionnelle ou politique de l'histoire qui fait qu'il y a, comme tu l'as dit, des administrateurs, des fonctionnaires qui ont été envoyés au Vietnam pour organiser cette école et puis pour commencer à développer un enseignement et très certainement aussi développer une originalité dans la créativité artistique de ce pays. Le deuxième niveau, c'est le niveau individuel, ce que tu as fait, et ce que Tardieu et Namsen ont réalisé aussi dans leur propre existence, c'est une rencontre des sensibilités. Et la rencontre des sensibilités dépasse la question des nationalités, la question des fonctions de chaque individu dans la société. On exprime en fait des sentiments, on exprime des façons, à travers les arts, de développer finalement l'universel. Et je pense que c'est de ce point de vue-là que l'on peut voir ce rapprochement dans cette histoire. Puisque j'ai le micro, je vais en profiter pour parler un petit peu aussi de l'importance que j'attache au travail qui a été réalisé par Kim Coy, qui est un travail très personnel. On est dans l'histoire familiale, dans une histoire privée, mais qui dépasse le cadre de la famille, qui montre à travers cet exemple réellement une rencontre qui a pu se produire entre la civilisation vietnamienne et la civilisation française. Une raison qui pourrait peut-être expliquer pourquoi Namsen n'a pas été officiellement adoubé comme fondateur, et aujourd'hui cela pose encore problème, c'est que l'école a été créée en 1925. On est au cœur vraiment de l'histoire coloniale, même s'il commence à y avoir des débats sur l'autonomie, sur l'indépendance, sur une forme de modification du rapport franco-vietnamien, il est difficile encore à cette époque-là d'envisager que dans des grandes institutions coloniales, des colons, des sujets français de ces colonies deviennent officiellement des figures montantes.
Le premier, dans le cadre de ce milieu à la fois artistique, scientifique et intellectuel, qui a réellement obtenu une fonction, au même titre qu'en français, aura été Nguyen Van Nguyen, le premier chercheur qui a été réellement membre de plein droit de l'école française d'Extrême-Orient, le premier Vietnamien autour de Français spécialistes donc des cultures asiatiques qui venaient sur place. Nguyen Van Nguyen a été un des premiers docteurs de la Sorbonne en 1934 et c'est lui qui deviendra ensuite le ministre et le vice-ministre de l'Éducation nationale du Vietnam. Et tout ça pour rappeler que ça s'est réalisé uniquement à la fin des années 30, même au début des années 1940. 1925, on est 15 ans avant, on est quasiment une génération avant, et c'est certainement une des explications de cette sorte d'invisibilisation officielle de la figure de Namsun, même s'il a joué, et le livre de Kim Coy le prouve, un rôle essentiel, mais comme souvent, c'est les gens de l'ombre qui réellement produisent des choses très innovantes. Alors, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que voilà, ça me fait aussi des échos. J'ai travaillé sur le sujet des naturalisations. Donc les naturalisations, dans les années 20, étaient véritablement un sujet du compte-gouttes. Les Français ne voulaient pas que les Vietnamiens deviennent Français. Donc dans les dossiers de famille, pour ma part, j'ai 2 personnes qui ont l'une attendu 6 ans pour être français et l'autre 20 ans. Imaginez ce que c'est d'attendre pendant 20 ans d'être français. Quand on lit le dossier, on a un petit peu les larmes aux yeux. Et dans les années 20, il y a une espèce d'ouverture avec l'arrivée du gouverneur Varenne, de certaines personnalités, mais cette ouverture est un peu limitée et on se demande effectivement le statut parce qu'on voit que ce peuple est intelligent, on voit que ce peuple se développe, mais cependant on ne veut pas lui accorder complètement des lettres de noblesse. Pour plein de raisons, pour le nombre de postes de fonctionnaires qu'il y avait en cours, pour des tas de raisons, et je pense que Namsun était là-dedans. Maintenant, j'ai mis du temps à découvrir Namsun. C'est aussi quelqu'un qu'il faut avoir du temps de découvrir, parce que moi j'ai d'abord découvert sa discrétion. J'ai vu que c'était un homme très modeste, j'ai vu que c'était un homme qui était dévoué pour les autres, qui présentait certaines caractéristiques du tempérament asiatique, mais avec les plus belles valeurs, et que lui-même n'aurait pas demandé un tel honneur. Donc il y a peut-être aussi un malentendu entre dire un maître et un élève. Être un élève de Tardieu, c'était un titre de noblesse pour Namsun. Et j'aimerais bien savoir ce que tu peux nous dire là-dessus, si c'est vrai ou pas vrai, ce que tu en penses. C'est vrai que Namsun est le premier élève de Victor Tardieu, quand Victor Tardieu est arrivé à Hanoï. Mais après qu'il a rencontré plusieurs fois, et je pense que dans les discussions entre eux, c'est parce que Namsun est quelqu'un de très doué dans le dessin avant. Avant de rencontrer Tardieu, Namsun a fait déjà des dessins et des peintures déjà avant, autodidacte. Mais la rencontre là, c'est une opportunité pour que Namsun crée en lui un esprit qu'il veut que son peuple peut profiter de la connaissance qu'il ne connaissait pas avant. Là maintenant, elle a appris avec Victor Tardieu une technique académique qui vient de Paris. Et dans sa culture, c'était toujours asiatique avant. Donc aujourd'hui, on a vu là, dans cette salle, il y a plusieurs tableaux qu'on peut admirer. Et vous voyez que ça, c'est un courant d'art conciliant. Ça veut dire que c'est un art avec la composition académique de la France, mais l'esprit est vietnamien. Donc c'est un courant d'art à part entière. Ça veut dire que quand vous voyez les tableaux, ici, vous savez tous que c'est vietnamien. Et ce n'est pas du tout chinois, ni japonais. Pourtant, ce sont des esthétiques, mais c'est pour ça que cet esprit conciliant-là, c'est bien des gens. Je pense que c'est bien aussi de l'esprit de Namsun, que Namsun a posé, il a donné il est professeur depuis 1925 jusqu'à 1945, la fermeture de l'école de Beaux-Arts. Toutes ces années-là, elle a créé beaucoup de générations d'artistes. Et les Vietnamiens qui peignent ces tableaux ici,
qui a aussi un peu d'esprit de Namson dedans, parce qu'elle a enseigné, elle a posé son esprit. Donc, je pense que tout ça est si on a ici excuse-moi, je parle encore le marché, parce que... Quelle horreur. Parce que c'est vrai qu'actuellement, le marché d'art, surtout indochinois, est monté beaucoup. Enfin, beaucoup de gens, beaucoup de maisons aux enchères ont fait des départements sur les branches de peinture indochinoise. Donc, je crois que ce résultat-là, c'est un résultat qui vient aussi de l'effort de Victor Tardieu et Namson. Parce qu'ils ont créé eux deux, ils ont créé un art qui est apparenté, vous avez vu, harcèlement. Et ce fruit-là, c'est un fruit qui mérite d'être reconnu et d'être applaudir, parce que c'est pas facile d'avoir un grand art apparenté comme ça. Tu peux parler entre deux. Oui, non, moi je me fais souvent la réflexion de ce moment, une intensité exceptionnelle, comme il s'en est passé parfois dans l'histoire de l'art, pour qu'un groupe d'individus de concert se mettent à produire un style qui sera reconnaissable et pour autant différent pour chacun d'entre eux à un moment donné, dans un lieu donné. Et ça reste le moment, je ne sais pas, d'imposer l'impressionnisme ou ce moment incroyable d'après-guerre quand l'abstraction naît partout comme une fulgurance, ou comme quand l'art nouveau et le symbolisme se mettent en place. Il y a un moment où les esprits s'accordent, et je pense que ce n'est parfois même pas seulement une école qui les réunit, c'est un moment de grâce, et tout le monde se met d'accord. Là, on a l'école des Beaux-Arts qui, du coup, a fait office quand même de catalyseur, d'entonnoir de ces talents, pour ensuite leur dire libérez-vous, puisqu'on imagine bien qu'un Le Faux ne ressemblera jamais à un Maïtou. C'est très très clair, Jean Voland qui débarque comme ça 20 ans ou 30 ans après ne ressemble en aucun cas à un Letellier. Enfin, cette liberté et cette reconnaissabilité immédiate, ça ne peut être généré que par un effet Big Bang qui a une origine. Et ce moment, effectivement, où un Tardieu reçoit sans doute du gouverneur général une mission, c'est lui qui la reçoit sans aucun doute. Et lorsqu'il est là, comment fait-il pour y arriver? Il a besoin d'un Namson, ça c'est clair. Et justement, c'est la question que moi j'aimerais te poser, c'est à quel moment as-tu, au fil de tes études, toi qui n'as pas connu ton grand-père pour le faire parler, mais à quel moment imagines-tu qu'un Tardieu, sûr de son fait, qui a l'autorité, le mandat de l'administration française, à quel moment, lui, homme, qui est en face du projet qu'il doit réaliser, bâtir, il considère Namson comme son égal? Parce que c'est quand même aussi, on peut toujours essayer de lui coller une étiquette fondateur, pas fondateur. La vérité, c'est que c'est, et vous l'avez dit très bien, ce sont deux hommes qui s'accordent pour essayer de faire quelque chose ensemble. Ils savent bien qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Mais à quel moment est-ce que Tardieu se dit « Tiens, c'est lui », et lui, en lui demandant de m'aider, je ne vais pas en faire simplement un professeur, je vais en faire mon égal pour bâtir le projet, le grand projet. Sur la couverture de mon livre, il y a un tableau que vous avez vu là, derrière, non, là, ici. C'est le portrait d'un lettré tonkinois qui est créé, réalisé en 1923, avant l'école de Beaux-Arts en Indochine. Ça veut dire que ça, c'est un tableau que Namson a fait avec l'aide de Tardieu, parce qu'à cette époque-là, elle a rencontré Tardieu déjà, mais je pense qu'à ce moment-là, quand Victor Tardieu a vu ces tableaux de Namson exposés à cette époque-là à la FIMA, il a pensé que les Vietnamiens ont du talent. Parce que c'est un tableau qui a marqué, qui a dit, après a dit que c'est ce tableau-là qui a convaincu Tardieu de rester au Vietnam, de ne pas partir après,
parce que bien sûr, elle a un contrat pour la fresque, le grand fresque de l'université. Mais après ça, peut-être elle va partir. Mais je pense qu'à ce moment, on a vu ce tableau de Namson. Quelle année là? 1923. 1923, avant l'école de Beaux-Arts. Donc, peut-être ce tableau est conçu en 1922, peut-être, exposé en 1923. Et je pense que Victor Tardieu a trouvé que les Vietnamiens ont du talent pour la peinture. C'est pour ça que peut-être en ce moment-là, qu'elle a décidé de mettre Namson à son côté. À part des discussions entre eux quand elle a réalisé ses fresques à Hanoï. Mais je pense que le moment crucial, c'est là. Ce moment-là qu'elle a dit que les Vietnamiens ont du talent. Et après, dans les rapports qu'elle a rencontrés après, que les Cambodgiens et les Laotiens n'ont pas beaucoup de talent comme les Vietnamiens dans le dessin. J'ai les documents. j'ai pas inventé. C'est surtout que j'ai eu tort parce que j'ai dit que je suis petit-fils de Namson quand j'ai écrit ce livre-là. On m'a dit que peut-être j'ai porté un peu trop d'amour pour lui. Mais tout ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est toujours cité et il y a des sources. Donc je n'ai pas inventé un seul mot. Tout ce que j'ai écrit, c'est prouvé et il y a des provenances. Voilà. Ce que tu me dis, ça me fait penser, tu m'avais demandé de faire un petit point stylistique. Donc il est capable de faire le portrait du lettré, là comme tu l'as si bien montré. Il est aussi capable d'apprendre l'art façon Beaux-Arts Paris et d'avoir la plasticité pour s'en défaire et se réapproprier et être lui-même. Et ça, je trouve ça assez fantastique parce que Victor Tardieu a toutes les qualités, c'est un homme extraordinaire, mais lui n'a pas peint directement en imitant le style asiatique ou chinois, donc cet effort ne lui a pas été demandé. Il a ouvert une école pour demander à ses élèves vietnamiens de faire le mixte entre le monde européen, français et le monde vietnamien, chinois, mais lui ne l'a pas fait personnellement. Alors ça me pose la question plus générale que je vais poser donc à Pascal, qui est comment se situe dans cette période-là l'interpénétration entre les cultures françaises en littérature, en culture et en général à ce moment-là, quels sont les rapports entre les gens? J'ai combien d'heures? 3 minutes. Quoi dire à cette question? Si on se resitue donc, dans les années 20, on est à 3e ou 4e génération vraiment de la rencontre effective en fait, de la présence française en Indochine et de cette civilisation. J'aurais tendance, dans un premier temps, à distinguer la présence française dans les différents territoires de l'Indochine. Et je pense que la rencontre franco-vietnamienne qui se produit dans le sud du Vietnam ne peut pas être analysée de la même façon que ce qui va se passer à Hue, autour de la citadelle impériale et ensuite au Tonkin. Ça, je pense que c'est un premier élément à prendre en considération, c'est que le Vietnam n'est pas une essence. Et c'est qu'il y a des différents Vietnams qui sont en cours d'unification au début du XXe siècle, lorsque la conquête coloniale se produit, et que plus largement cette rencontre en fait, entre l'Occident impérial et l'Asie se produit. Donc il faut, je pense, prendre ça en considération dans un premier temps. Si on regarde au niveau des échanges culturels, il faut repartir aussi sur la longue histoire et sur l'histoire missionnaire, la présence catholique qui est essentielle aussi dans la compréhension que les Asiatiques vont se faire de l'Occident dans un premier temps, et inversement, comment une France coloniale, mais aussi une France républicaine anticléricale va pouvoir jouer dans cet environnement-là. Donc c'est certainement beaucoup plus complexe que ce que l'on cherche généralement à caricaturer sur ces échanges-là. Au niveau de la littérature, là aussi, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se produisent, essentiellement par le fait que le vietnamien, la langue vietnamienne, va être une des seules langues sinisées à être romanisée et produire, pour le coup, une innovation littéraire
qui va sortir du carcan de l'esthétique et du formalisme chinois ou extrême-oriental pour là aussi développer des choses très nouvelles par la prose et très certainement par une sensibilité littéraire française aussi qui se développe à cette époque-là. Et je pense que si on fait le parallèle ou la correspondance entre la littérature et les beaux-arts, les arts plastiques, on verra très certainement la même chose qui se produit. Parce que dans la mentalité vietnamienne, ou la mentalité sino-vietnamienne, on retrouve toujours ce rapport en fait entre un esprit ou une morale et une efficacité et une technique. Et si on réfléchit sur la production picturale, on pourra très bien voir comment les premiers étudiants donc de Tardieu ou de Namsen vont, surtout dans le Nord, je pense, par le confucianisme, par la culture confucéenne, conserver cet esprit essentiel qui correspond vraiment à leur propre histoire et à leur propre identité, pour utiliser ce terme, et utiliser la technique pour mieux la dépasser, très certainement. Et là, c'est certainement un élément explicatif aussi dans la production qui va se produire à cette époque-là, et que l'on peut voir ensuite se développer sous diverses formes tout au long du XXe siècle. Parce que si cet ouvrage, qui pour moi est fondamental, parce que ça rajoute un chaînon dans l'histoire de l'art vietnamien qui est finalement très peu connu, qui mérite beaucoup plus d'approfondissement et de subtilité dans l'analyse que l'on en fait, si l'on insiste surtout sur la période coloniale et sur cette période glorieuse, il y a des choses qui se produisent avant et qui se produisent aussi après. Dans la période de la seconde moitié du XXe siècle, qui reste en grande partie inconnue, on voit aussi des artistes qui apparaissent, certains bien sûr qui sont contraints par la politique au nord, d'autres qui vont s'exprimer avec beaucoup plus de liberté dans le sud, et là on va voir précisément dans la génération des années 50-60 comment cet héritage qui peut provenir notamment de Namsen, va se développer sous des formes encore plus libres d'expression, pour le coup vraiment vietnamienne. Donc là, je pense que c'est un chaînon qui permet d'expliquer très certainement un continuum de la production artistique vietnamienne tout au long du XXe siècle et même au début du XXIe siècle. Kim Khoy est bien placé pour connaître la scène artistique contemporaine, notamment à Saigon, où on voit des choses extrêmement intéressantes qui sont très peu connues ou très peu diffusées et qui sont bien sûr contraintes par l'environnement culturel, politique du Vietnam qui, peut-être paradoxalement, produit aussi une expressivité beaucoup plus puissante que ce que pourrait être produit dans un pays, on va dire, où la liberté est totale et entière. Peut-être juste pour terminer, puisque Kim Khoy parlait de ces premières productions de Namsen, avant même la création de l'école des Beaux-Arts et de la rencontre de Tardieu, j'ai été heureux de contribuer un petit peu à la recherche de Kim Khoy, puisque mes propres recherches qui se sont tournées pendant un moment sur un personnage aussi très excentrique français, qui s'appelle Paul Monet, qui est venu au Vietnam, enfin qui est revenu au Vietnam à la fin, au tout début des années 20, dans le cadre d'une mission d'évangélisation protestante, avait fait appel à Namsen pour produire la couverture de la revue qu'il a publiée pendant 2 ans, entre 1922 et 1924. Le Banyan, ce fameux Banyan qui est là et qui est signé donc avec les caractères chinois, et en faisant finalement le même travail de recherche des sources privées et d'une histoire familiale autour de ce personnage de Paul Monet, j'ai pu trouver donc des photos inédites qui avaient été prises de Hanoï des années 20 et dans l'intérieur de la maison dans laquelle la famille Paul Monet habitait, complètement à l'extérieur de la ville de Hanoï, puisqu'ils ne supportaient pas vivre dans le microcosme colonial. Ils habitaient dans une maison sur pilotis ou près du fleuve Rouge. Certaines photos montrent l'intérieur et des photos, des peintures inédites de Namsen qui datent du tout début des années 20. Voilà, donc c'est une petite satisfaction d'avoir pu contribuer à ce travail qui est bien présent dans le livre. Oui, parce que Paul Monet, c'est une personne assez importante dans la vie de Namsen, parce que c'est grâce à lui qu'il a rencontré Victor Tardieu après. C'est parce qu'il a travaillé dans le foyer étudiant à la MIT, et comme Paul Monet a vu que c'est un Vietnamien qui a beaucoup de talent, et il l'a présenté à Victor Tardieu, c'est un prix de l'Indochine qui vient d'arriver en Indochine. C'est pour ça qu'on a la rencontre entre 2 personnes, et cette rencontre-là a créé après l'école de Beaux-Arts de l'Indochine.
J'ai une question à te poser concernant Jean Tardieu, parce que j'ai quand même observé, moi j'aimerais bien rappeler que Victor Tardieu n'était pas un colonialiste pur sucre, c'était un socialiste qui avait normalement une mission de propagande pour la fresque de l'université et qui a détourné cette mission pour présenter les Vietnamiens sous leurs meilleurs jours. Et les rapports qu'il y a eu entre Victor et son fils Jean ont à un moment été complexes, et Jean après n'a pas pu valoriser la mémoire de son père alors qu'il avait été profondément admiratif. J'aimerais savoir ce que tu as pu savoir de Jean concernant Nam Son, concernant son père, parce que ce sont des choses très, très, très touchantes et profondes qui peuvent aider à comprendre. Oui, dans mon livre, j'ai parlé des échanges entre Jean Tardieu et Nam Son. Parce qu'ils ont écrit beaucoup de lettres entre eux deux. Et on sait très bien que Jean Tardieu, c'est quelqu'un très connu en France. Beaucoup plus connu que son père. Victor Tardieu est connu au Vietnam, mais en France, le nom de Victor Tardieu, ce n'est pas un nom très important. Tandis que Jean Tardieu, c'est un nom immense. Donc, voilà. Mais à la fin de la vie de Jean Tardieu, il m'a toujours dit qu'il voulait faire connaître son père en France. C'est exactement comme moi, je voulais faire connaître mon grand-père. On a la même idée, mais bien sûr que Jean a beaucoup plus de connaissances en France que moi. Mais il y a une lettre, quand Jean Tardieu a écrit à Nam Son, à la mort de son père, elle a dit que si jamais les souvenirs des deux personnes, entre Jean Tardieu et Nam Son, va se superposer, ce sera exactement la même image. Ça veut dire qu'il considère que Nam Son est lui aussi comme le fils de Victor Tardieu. Donc c'est une lettre très, très, très émouvante. Il faut lire mon livre. Tout est écrit dedans. Mais mon livre, j'ai écrit par le chronologique, donc de la naissance de Nam Son jusqu'à sa mort. Donc tout ce qui se passe tout autour, donc c'est pas seulement sur la vie de Nam Son que j'ai écrit dedans, mais j'ai écrit aussi tous les courants artistiques, tout ce qui se passe tout autour de sa vie. Et pourquoi ces mouvements-là qu'il a aidé à créer ces tableaux-là en ce moment-là. Donc c'est pas seulement sur Nam Son, mais sur la vie artistique de l'Indochine à partir de 1899 jusqu'à 1973. Voilà. Pardon. Oui. J'avais juste un petit mot, c'était que là, je pense que ce livre-là, c'est une sorte de top départ de la fin de cette observation de l'art du Vietnam au sens très large. Donc tu le fais pas, tu l'observes, là tu le redécris, tu le décortiques. C'est un peu ce que je cherche à dire à partir de la fin du 19e, mais c'est la fin de cette description superficielle de cet art. Ça, c'est le début de on va rechercher vraiment ce que c'est. On va aller vraiment comprendre ses racines, parce que, je veux dire, on a un petit peu marre de voir des livres sortir qui brossent comme ça rapidement, histoire de faire plaisir en balançant un certain nombre de noms, et puis ça y est, c'est tout, c'est fini. Là, je pense que là, on a compris qu'ici, on avait une sorte de Bible qui permettait, qui sans doute d'ailleurs n'est pas exhaustive, je pense que tu aurais bien voulu en faire le double, ça aurait fait 14 kilos de connaissances, mais on a une sorte de Bible qui dit, ça y est, intéressons-nous à un art qui est donc devenu hautement désirable, donc qui est hautement en danger, par le fait, immédiatement, et des protections qui n'existent pas. Il y a très visiblement un besoin de défense urgent de cet art, quand on voit avec quelle joie circulent des faux sur des artistes qui sont plus, on va dire, européanisés et pour des prix qui sont bien moindres. Je pense que voilà, c'est ce que tu permets, c'est de contribuer encore une brique de prise au sérieux de cet art vietnamien. Et donc, du coup, merci pour ça, parce que ça va, je pense, faire beaucoup de bien
à beaucoup de monde. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci beaucoup. Mais je pense qu'à cette époque-là, au début des années 20, dans le ciel des Beaux-Arts du Vietnam, c'est encore très sombre. Et Namsan apparaît comme des rayons de soleil, de l'aurore. Et je pense que ces rayons-là durent jusqu'à là maintenant, et j'espère que ça va prier pour des générations après, parce que l'empreinte a marqué depuis 1925 jusqu'à là. Et je voudrais citer une phrase de Victor Tardieu, a dit qu'il faut peindre à telle façon que devant votre peinture, on se dise que ceci a été conçu et exécuté par un artiste vietnamien. Donc ça, cet esprit-là a duré, je pense que jusqu'à là maintenant, et c'est le courant d'art vietnamien qui reste toujours jusqu'à là maintenant, qui a fait beaucoup de valeur pour la peinture vietnamienne en ce moment. Je repose une petite question, parce que j'ai toujours cette histoire de description un petit peu sur la superficielle jusqu'à présent, mais c'est vrai que on en était un petit peu à finalement l'école algérienne, l'école tunisienne, et le modèle de ces écoles-là, sur la base de ce succès-là, c'est ce qu'on a tenté de faire 30, 40, 50 ans après au Vietnam. Mais au final, dans cette mise en place de ces écoles, il y a quand même un petit peu peut-être... ce succès a été un peu comme dépassé. Alors peut-être je peux vous poser cette question-là. Est-ce que ces talents vietnamiens qui se sont jetés immédiatement, ils ont été connus, ils se sont propulsés très vite ensuite au gré des voyages, pour certains à travers l'Europe, la France, mais est-ce que du coup, il n'y avait pas un petit message qui était envoyé à la Chine? Est-ce que cette capacité à générer cette espèce de Big Bang artistique qui était unifié, plein de connaissances, plein de bouillonnements, et qui se séparait un peu de cette tradition perpétuelle qui se poursuivait en Chine, hein, tout simplement. Est-ce que là, cette espèce de rupture dans la continuité qui a été créée, est-ce qu'il n'y a pas pour le Vietnam cette idée de tiens, le chinois, le grand frère, je ne sais pas comment on peut le qualifier, est-ce qu'il n'y a pas un petit message que la culture a exploité pour pouvoir se dire, tiens, mon autonomie à moi de penser, elle va se saisir de cela, elle va se saisir de cette école, et donc du coup d'aller beaucoup plus loin que ce que les Français avaient peut-être imaginé. Est-ce que je dis une bêtise? C'est une très bonne question, c'est une question que je trouve complexe. Ce serait les Gaulois, les Romains, les Français. Il y a un peu une espèce d'interrogation, de critique. Alors je laisse pour le volet historique plutôt le soin... Et hop, la balle. La question que vous posez, c'est finalement une des explications de la dynamique historique du Vietnam même. Ouais. Ce rapport contradictoire à la Chine, qui est à la fois un modèle et le modèle que l'on cherche à dépasser. Et la colonisation française va certainement renforcer cette dynamique-là en essayant de récupérer les outils qui permettent de lutter à la fois contre la colonisation et pour renforcer une forme d'autonomie, d'expression aussi, que ce soit politique ou culturelle, vis-à-vis de la Chine. En fait, c'est une dialectique qui se joue à ce niveau-là. Je suis mal placé pour en parler, mais voilà ce que j'en dirais. Ce qui serait intéressant d'étudier, et c'est ce qui est en train de se faire depuis maintenant quelques décennies, c'est de comparer l'évolution de la situation du Vietnam avec la Corée, avec le Japon, pour comprendre en fait comment les marges du monde chinois se sont à l'identique ou parfois de façon synchronique ou parfois vraiment différentielle, rentrer dans la modernité en utilisant leurs propres outils. Et de comparer vraiment aujourd'hui la créativité vietnamienne et chinoise en termes de littérature ou en termes de beaux-arts pourrait être très intéressant. Là où intervient un nouvel élément, c'est que la Corée a aussi été colonisée par le Japon, et que là on rentre dans une autre considération, dans un autre contexte aussi, où la modernité artistique
a été d'une certaine façon japonisé. J'utilise ce terme volontairement parce que le japonisme signifie quelque chose d'essentiel aussi en France, et qu'on est vraiment dans cette circularité en fait de la maîtrise de la technique et de nouvelles expressions artistiques aussi qui se jouent. Et si on regarde ce qui s'est passé à Taïwan, ou ce qui se joue encore aujourd'hui à Taïwan ou en Corée du Sud, on peut se poser la question dans quelle mesure il y a eu une double réappropriation d'un savoir occidental qui est passé par le Japon. Et là, on trouve des choses vraiment très très intéressantes, notamment si on regarde les artistes taïwanais. Parce qu'on peut avoir, en tant qu'occidentaux, un regard porté sur cet art-là, qu'on ne perçoit pas forcément dans son fort intérieur, parce qu'il y a eu ce transfert et cette transformation par l'école des beaux-arts au Japon, précisément. Et donc c'est finalement par une sorte de collectivité aussi qu'il faudrait très certainement comprendre comment ce monde sinisé se distingue petit à petit depuis le 19e siècle jusqu'au 20e siècle, en considérant bien sûr le fait colonial, mais en essayant de voir aussi plus en profondeur ce que les sociétés et les populations locales d'elles-mêmes ont décidé de faire à cette époque-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et on a dit Chine, et là tu as dit Japon, c'est une réponse très éclairante, puisque l'impressionnisme c'est aussi le Japon. Donc, et Victor Tardieu est un post-impressionniste, donc il y a un dialogue entre les civilisations qui se fait, et concernant le Japon, il y a tout ce qui est le travail de la laque. Donc dans l'école des beaux-arts de Hanoï, il va y avoir certains qui ont eu des maîtres japonais, qui vont aller se former et qui vont créer des nouvelles formes. Et effectivement, ces circulations de techniques entre pays ont des aspects géopolitiques, mais aussi ont des aspects de création de quelque chose de nouveau. Et donc ça, je trouve ça effectivement extraordinaire, et j'ai l'impression qu'on est un peu tous là pour ça. Voilà, je voulais te poser une question, Kim Coy. Ah, plus de questions après. Alors, quand j'ai vu ces dessins, j'ai vu qu'il avait pris le soin de représenter des personnes humbles, parfois de la rue, et il a l'air donc d'avoir eu beaucoup de sensibilité pour ça, et je voulais voir si tu avais un éclairage sur cette question. C'est pas Namsan? C'est Namsan, oui. Namsan n'a pas des scènes quotidiennes. Il n'a jamais fait des tableaux de mandarins ni des personnes importantes. Tous ces tableaux, en général, sont des gens qu'on rencontre dans la rue, des mendiants ou des ambulanciers, c'est ça on dit, des gens dans la rue. Ces portraits-là, ce sont les portraits les plus réussis pour Namsan. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être c'est son point fort. Mais tous ces mouvements-là, tous ces dessins, vous verrez là dans mon livre que pour moi c'est très beau. Et je ne sais pas ce que je peux dire plus. Tu as répondu parfaitement. Voilà. Mais là maintenant peut-être on va passer une partie plus intéressante, c'est que si vous avez des questions à poser, on peut vous répondre. Ah oui, tiens, au fait. Avez-vous quelques questions? Est-ce que vous voulez parler fort? Est-ce que le micro va jusqu'à la personne? J'ai peur qu'on risque... Donc parlez fort.
lequel il pourrait y avoir éventuellement des traces de Namsen, c'est à Hanoï, puisque Namsen a vécu jusqu'en 1960. Et puis les archives nationales en France, bien sûr, pour ce qui relève de la vie de Tardieu, ou plus largement des personnes qu'il aurait pu côtoyer au cours de sa vie. Mais juste, j'insiste à nouveau sur, en tant qu'historien, le travail essentiel